Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va évoquer la Ligue des Champions. Ce soir, on va avoir un énorme multiplex avec pas moins de 18 matchs à suivre. On va essayer de résumer un peu les enjeux qui vont évidemment être présents pour nos clubs français. On a 4 clubs français qui sont pleinement engagés dans cette compétition et qui ont tous des chances de se qualifier. Il y en a qui peuvent jouer le top 8, il y en a qui vont essayer de jouer le top 24. Donc on va essayer de revenir un peu sur les matchs de tous nos clubs français. On va commencer par aborder le match de Brest. Voilà, j'ai tiré au sort et je me suis dit on va commencer par évoquer Brest puisque c'est le match le plus surprenant. Si vous m'aviez dit il y a 3-4 ans que Brest jouerait le Real Madrid au Roudourou pour un match de la qualification en Ligue des Champions pour un éventuel top 8, je ne vous aurais pas cru et c'est vrai que c'est vraiment le match de prestige du soir. On va essayer de dresser un peu les dynamiques de ce match-là. On a un Brest qui a 13 points, d'ailleurs 13 points comme Lille et Monaco, on y reviendra juste après, mais les Bretons peuvent tout à fait espérer un top 8 face à ce Real Madrid. Alors match à domicile, Brest avait impressionné sur ce début de campagne de Ligue des Champions. Ils ont réussi à accrocher les Leverkusen, ils avaient écrasé Salzbourg chez eux 4-0, ils avaient battu Sturm Graz, mais les Brestois ont un peu marqué le pas depuis quelques journées maintenant en Ligue des Champions. Il y a eu la défaite la semaine dernière face au Shakhtar Donetsk, il y a aussi eu la défaite face à Barcelone juste avant les fêtes de Noël. Donc voilà, Brest est un peu rentré dans le rang, mais Brest reste une équipe qui peut tout à fait jouer un éventuel top 8. Alors si je devais m'engager, je dirais que les Bretons ne peuvent pas exister ce soir face au Real, mais j'ai envie de penser que face à ce Real qui s'est déjà incliné sur une pelouse française cette saison, c'était face à Lille en tout début de saison régulière de Ligue des Champions, j'ai envie de croire que cette équipe de Brest, elle est capable d'accrocher, voire même de battre le Real Madrid, même si ça va demeurer assez compliqué. Cette équipe brestoise, elle a impressionné cette saison en Ligue des Champions pour ce qui constituait sa première participation à la Coupe aux grandes oreilles. Et en Ligue 1, ça va aussi beaucoup mieux. Brest reste sur 3 succès de suite. Il y a aussi eu ce succès face au Havre ce week-end et les Bretons sont donc 8e de Ligue 1. Donc on avait un peu critiqué le fait que Brest donne tout en Ligue des Champions et délaisse quelque peu la Ligue 1, mais Brest va beaucoup mieux dans le championnat domestique. Peut-être qu'ils se sont un peu reconcentrés, que l'atmosphère européenne est un peu redescendue, mais j'ai envie de croire que cette équipe bretonne, elle est capable de faire quelque chose ce soir face au Real. Du côté du Real, depuis la cinglante défaite 5 buts à 2 enregistrée lors de la Supercoupe d'Espagne, eh bien ça va beaucoup mieux. Tu as enchaîné les succès. La semaine dernière, tu as écrasé Salzbourg 5 buts à 1 avec un doublé de Rodrigo, un doublé de Vinicius, un but de Kylian Mbappé qui revient en très très grande forme. Le capitaine des Bleus a inscrit un triplé ce week-end. Donc voilà, Mbappé est en feu en ce moment. Le Real va se déplacer du côté du Roudourou sans Vinicius, mais ce Real-là n'est plus en crise. On avait observé un petit début de crise après la gifle reçue face à Barcelone, mais le Real va beaucoup mieux. Il est pleinement engagé dans la course au titre en Liga en ayant un peu d'avance là aussi en termes de confiance. Il y a un Mbappé retrouvé qui redevient le joueur qu'on avait connu notamment en équipe de France ou même sur les dernières années au PSG. Donc voilà, le petit bilan de ce match-là. Les enjeux sont évidemment très forts pour Brest, pour le Real Madrid. Il va falloir s'imposer pour les deux clubs pour essayer de se rapprocher du top 8. Ça va être un match de prestige. Là aussi, le Real, encore une fois, je le rappelle, se déplace sans Vinicius. On va maintenant évoquer Inter-Monaco, qui est pour moi le match le plus séduisant des 4. Et je disais que Brest-Real, c'était vraiment le match de prestige. C'était le match un peu surprenant que les gens vont regarder avec ironie. Mais Inter-Monaco, on peut avoir un vrai choc sportif. Je pense que Monaco est tout à fait capable d'aller chercher l'Inter Milan du côté de Giuseppe Meazza, un Inter Milan qui va très bien, qui est pleinement engagé dans la course au titre en Serie A, qui a un match en retard et qui, si il remporte ce match-là, reviendrait à hauteur de points du Napoli. Donc l'Inter et le Napoli vont se livrer une vraie bataille pour le calcio d'ici la fin de saison. L'Inter qui a retrouvé un Lautaro Martinez confiant, Lautaro Martinez qui avait enchaîné peut-être un mois et demi, quasi 2 mois sans marquer sous le maillot de l'Inter, vient enfin de reprendre de la confiance. Je crois que Lautaro, c'est 6 buts sur les 8 derniers matchs sous le maillot de l'Inter. Donc c'est très intéressant. L'Inter qui n'a perdu que 3 matchs cette saison en tout, donc 2 face à l'AC Milan. Il y a évidemment eu cette gifle reçue en Supercoupe d'Italie face à l'AC Milan où tu mènes 2-0, t'es rattrapé 3 buts à 2, ça mentalement ça laisse des traces, mais depuis ça va beaucoup mieux pour l'Inter qui a enchaîné 4 succès et un match nul. On a donc
des Nerazzurri qui ont retrouvé énormément de confiance dans ce système de Simone Inzaghi, ce 3-5-2 évidemment qui va faire du mal à mon avis aux Monégasques face à un AS Monaco qui va beaucoup mieux. L'AS Monaco qui a gagné ce week-end 3 buts à 2 face au Stade Rennais avec un merveilleux but d'Akliouche. Je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez l'affection que j'ai pour le joueur. Monaco a gagné face à Aston Villa aussi, c'était la semaine dernière 1-0. Donc deux succès cette semaine qui ont permis à Monaco de se relancer en championnat, qui ont permis à Monaco de reprendre de la confiance aussi en Coupe d'Europe. 13 points pour les Monégasques qui font une bonne épopée européenne. Il y a eu cette gifle reçue face à Arsenal, mais Arsenal était largement au-dessus et je pense que quand les équipes sont meilleures que toi, il n'y a rien à faire de plus. Mais derrière, tu as quand même battu Barcelone, tu t'es imposé du côté de Bologne, donc on voit que les souvenirs italiens sont plutôt bons pour l'AS Monaco, mais je pense qu'on va avoir un match de prestige, même si je vois quand même l'Inter s'imposer, puisque ça me paraît être une classe au-dessus, mais pourquoi pas un exploit monégasque là aussi, qui a connu l'AS Monaco un début d'année civile 2025 très très difficile, mais j'ai l'impression que ça va un peu mieux, ils se sont rapprochés de l'OM en championnat, ils ont réussi à se relancer en s'imposant face à Villa en Ligue des Champions, et ça, c'est pas anodin, donc j'ai hâte de voir ce match-là, là aussi. On parle maintenant du Paris Saint-Germain, on a ce Stuttgart PSG, là aussi, déplacement périlleux pour les hommes de Luis Enrique, le PSG qui a renversé la table la semaine dernière face à Manchester City, 4 buts à 2. Beaucoup se sont demandé si c'était pas le match qui allait faire basculer la saison du PSG en termes de confiance. Tu arrives quand même à revenir en Ligue des Champions à domicile après avoir été mené 2-0 par un grand d'Europe, même si Manchester City cette année, c'est pas considéré, à mon avis, comme un grand d'Europe au vu de la méforme qui touche les Sky Blues, mais c'est vrai que c'est un succès qui va permettre à Barcola de s'affirmer. Enfin, le premier gros match européen de Bradley Barcola, ça va peut-être susciter un déclic en lui. Espérons que Luis Enrique aligne Gonzalo Ramos pour avoir un véritable neuf devant. On a vu face à Manchester City que quand tu jouais avec un vrai neuf, eh bien, les buts venaient comme du ketchup, comme disait Cristiano Ronaldo à l'époque. Donc voilà, j'espère que Luis Enrique ne va pas opter encore une fois pour la stratégie du faux numéro 9. Face à toi, tu as une équipe de Stuttgart qui est très séduisante. Elle a fini deuxième de Bundesliga la saison dernière devant le Bayern Munich. Elle a perdu Guirassy, qui était le meilleur buteur du club. Elle a perdu Valdemar Anton, qui était un peu la tour de contrôle en défense centrale. Et pourtant, tu as réussi à les remplacer avec Denis Undav, qui a pris encore plus de place, avec Amin Ndahil, qui est venu en provenance de Burnley cet été, qui s'est installé aussi dans cette défense centrale. Stuttgart, c'est l'équipe allemande de base, donc une équipe qui va venir te chercher très haut, qui va mettre énormément d'intensité, qui va relancer court. Stuttgart est quatrième de Bundesliga et le projet avec Sébastien Hoeneß, qui est un jeune coach, il est plutôt intéressant cette saison. Donc, tu es quatrième de Bundes, tu es même devant Leipzig. Stuttgart a enchaîné deux succès sur les deux derniers matchs de Ligue des Champions, mais c'est une équipe qui peut être un peu irrégulière. Je rappelle quand même qu'elle a pris une gifle 5 buts à 1 face à Belgrade, c'était en novembre. C'est une équipe qui a encore perdu ce week-end face à Mayence 2-0. Donc, c'est un club qui peut enchaîner des succès, qui peut gagner des matchs de prestige. Je rappelle qu'il s'était imposé face à la Juventus Turin du côté de l'Allianz Stadium, mais c'est aussi une équipe qui peut complètement coulé. Donc voilà, si je devais présenter cette équipe de Stuttgart, je dirais que c'est l'équipe allemande de base, c'est-à-dire qui presse très haut, qui met beaucoup de rythme dans les courses, qui relance très court là aussi, mais une équipe qui est très irrégulière, qui peut vraiment laisser beaucoup d'espace. Ça s'est vu face à Belgrade en marge de la défaite 5 buts à 1. Mais voilà, c'est une équipe de qualité avec des joueurs de grand talent. On a Undav, on a Mio, on a Mittelstädt, Furich, ce côté un peu allemand, Mittelstädt, Furich. Donc voilà, on a pas mal de qualité dans cette équipe et le déplacement ne va pas être facile puisque tous les stades de Bundesliga sont très très chauds en termes d'ambiance. Stuttgart joue gros, ils sont 24e de la saison régulière, donc ils vont regarder derrière eux avec City et Zagreb qui sont les principaux concurrents. Donc les joueurs de Stuttgart auront un œil sur ce qui se passe du côté de Bruges en marge du Bruges City. Donc on va avoir un match plutôt intéressant. De son côté, Luis Enrique a fait tourner ce week-end. On a eu les débuts de Gvara qui ne jouera pas ce soir face à Stuttgart. On a eu ce match nul face à Reims, mais j'ai envie de dire en championnat, de toute façon, j'ai envie de dire que l'affaire est pliée, que tout va se jouer maintenant en Ligue des Champions pour le club de la capitale, mais on va avoir un match de très très grande qualité. Et si je devais m'engager, je dirais que Stuttgart peut tout à fait créer la surprise. Déplacement chez un club allemand. L'année dernière, ça n'avait pas souri aux Parisiens face au Borussia Dortmund. Donc voilà, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ça n'a pas souri aux Parisiens aussi quand ils sont déplacés du côté de Munich pour y défier le Bayern en novembre dernier. Donc voilà, j'ai envie de voir ce que ça va donner là aussi. Et on conclut la vidéo avec Lille Feyenoord. Alors là aussi, je pense que c'est le match qu'on va le moins voir, mais en tout cas, c'est un match de qualité, je trouve. On a une équipe de Feyenoord qui est en grande difficulté dans le championnat domestique néerlandais, puisqu'ils sont quatrièmes, ils n'ont plus gagné en championnat depuis le 15 décembre dernier, les Néerlandais du Feyenoord Rotterdam, et pourtant, en Ligue des Champions, ils ont connu
une éclaircie, la semaine dernière avec cette formidable victoire, 3-0 face au Bayern, un Santiago Jiménez, qui a été formidable, qui a mis, un doublé, qui marque beaucoup, ces derniers temps, qui est pisté d'ailleurs par l'Olympique de Marseille. Mais on a beaucoup de joueurs de qualité, chez cette équipe de Feyenoord et c'est assez surprenant de ne les voir que 4e, du championnat néerlandais, assez largués par l'Ajax et par le PSV qui sont, les principaux concurrents, historiques de ce club. Donc voilà, on a une équipe qui réalise une saison très moyenne, voire même mauvaise, en championnat, mais qui est tout à fait capable de l'emporter 3-0 à domicile, comme la semaine dernière face au Bayern Munich. Là aussi, on a Davidenko, aussi en défense centrale, le Slovaque, qui avait attisé la convoitise de nombreux clubs européens l'été dernier. Donc on a une équipe de grands talents là aussi avec de fortes individualités. Santiago Jiménez, le Mexicain bien sûr. On a aussi Hadj Moussa, l'international algérien de 22 ans qui a beaucoup de talent là aussi, qui est pisté par Lille d'ailleurs. Donc on a pas mal de qualités individuelles, notamment devant, dont les Lillois vont devoir se méfier. Et du côté de Lille, il y a eu la première défaite en championnat ce week-end face à Strasbourg, première défaite depuis septembre. Donc on voit que Lille était vraiment sur une grande confiance depuis des mois en Ligue 1 et que cette confiance a été brisée ce week-end. Et je rappelle qu'en Ligue des Champions, Lille, c'est quand même une équipe qui a battu l'Atlético Madrid, qui a accroché la Juve, qui a battu le Real Madrid. Donc c'est une équipe là aussi qui a montré qu'il face au cadre européen pouvait tout à fait tenir la baraque et c'est inhérent à Genesio qui à Lyon avait déjà pour coutume d'accrocher Pep Guardiola et les grands coachs européens là aussi. Donc Lille-Feyenoord, ça va être un match de prestige du côté du stade Pierre-Mauroy et l'enjeu pour les Lillois, ça va être de chercher ce top 8. Lille, Brest et Monaco ont le même nombre de points tandis que le PSG est derrière et le PSG va essayer évidemment de matérialiser cette qualification pour le top 24, essayer de la sécuriser après le succès la semaine dernière face à Manchester City. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la présentation de ces 4 matchs-là. Il y a 4 matchs, donc j'ai un peu tout survolé, mais voilà, c'était pour faire un petit résumé, dresser une dynamique globale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me livrer vos pronos, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.